Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais faire l'appel pour commencer un peu de silence. Baïda Thierry présent, Imbert Audrey, David Jean-Christophe, Gali Véronique, Curé Philippe, Garcia Josepha, Grêle Marcel, Gilles Vaève, Nicolas Lebrun, Hélène Marie-Hélène, Para Séraphin, Munoz Dominique, Archemont Nicolas, Galambo Munoz Sandrine, Bouffinier Hervé, Boudet Emmanuel, Paul Roger, Caruso Vanessa, Laurent David, Agnès Delphine, Boudjema Bruno qui a donné le pouvoir à Caruso Vanessa, Leroy Patricia, Deleu Jean-François, Bonnet Charline, Stéphane Simon, Caruso, je t'ai dit. Estrada Calvi-Balisiane, Falcon de Lucas Chantal, Gardé Pascaline qui a donné le pouvoir à Lisiane Estrada Calvi, Goudard Nicolas, Aspa Didier, Doula Taïssa qui a donné le pouvoir à Didier Aspa, Bedria Ménérimen, et Focas Gilles. Présent. Donc, je fais passer un fichier de présence. Il faudrait un secrétaire ou une secrétaire de séance. Sylvain. Alors, avant de démarrer ce conseil municipal, je voudrais qu'on observe une minute de silence en mémoire des anciens élus qui disparus cette année. Au mois de mars, nous avions eu le regret d'apprendre le décès de Jeannette Sanduco, et la semaine dernière, il y a deux anciens policiers municipaux, Frédéric Bailly et Michel Vignal, qui nous ont quittés. Donc je vais vous demander d'observer une minute de silence. Merci pour votre Alors, vous avez l'ordre du jour du conseil municipal, la question numéro 2. Tout d'abord, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2024. Y a-t-il des observations? D'abord, je vous demanderai de cesser les téléphones là, parce que y a-t-il des observations? Aucune, donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 3, information. C'est le récapitulatif des décisions que j'étais amené à prendre. Y a-t-il des questions sur ces décisions? Aucune. Question numéro 4. Ces finances, c'est la notion non-valeur sur les créances irrécouvrables, c'est l'ex-budget de l'eau, c'est les créances qui couvrent déjà qui traînent depuis de très nombreuses années. Donc, les moyens de recours étant épuisés pour recouvrir les créances liées à l'ex-budget de l'eau, la cote étant prescrite et les dettes n'étant plus opposables, il convient aujourd'hui d'admettre en non-valeur les titres de recettes présentés par le comptable public pour un montant de 9 300
101,72 €. Il est donc demandé d'approuver l'admission à non-valeur des titres de recettes présentés par M. le comptable public pour un montant de 61,70 €. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune, donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 5. C'est pareil, c'est la question en non-valeur de créances irrécouvrables. Même chose que précédemment. Ils vont des sommes hors ex-budget de l'eau. Toutes les moyens de recours étant utilisés pour recouvrir des créances, il convient aujourd'hui d'admettre en non-valeur les titres de recettes présentés par le comptable public pour un montant de 6 197,61 €. Il est donc demandé d'approuver l'admission en non-valeur des titres de recettes présentés par monsieur le comptable public pour un montant total de 6 197,61 €. Y a-t-il des observations? Aucune. Je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 6, c'est les finances aussi, c'est la mission en créances et intérêts dont les créances et têtes sont des créances qui restent valides juridiquement. Le premier, dont l'irrécoverabilité résulte d'une décision juridique extérieure définie qui impose à la collectivité créancière et qui s'oppose à toute action de recouvrement. Il convient aujourd'hui d'admettre en créances et têtes des titres de recettes pour un montant de 1058,10 €. Reste à recouvrir l'ex-budget de l'eau. Il est donc demandé d'approuver en créances et têtes des titres de recettes présentés par M. le comptable public pour un montant total de 1058,10 €. Y a-t-il des observations, des questions? Aucune, donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 7, c'est le budget principal 2024, c'est une décision modificative numéro 2, et je vais laisser la parole à M. Marcel Graine. Merci, Monsieur le maire. Bon, mesdames, messieurs, cette décision modificative qui vous a été adressée est devenue nécessaire pour apporter des ajustements suivants. Premièrement, augmenter les crédits en dépenses de 40 000 € au chapitre 65, autres charges de gestion courante, pour régler l'indu de la caisse d'allocation familiale suite au contrôle des crèches. Deuxièmement, basculer les crédits en dépenses à hauteur de 205 000 € du chapitre 23, immobilisation en cours, au chapitre 20, immobilisation incorporelle, car il y a eu plus d'études que prévu et moins de travaux. Troisièmement, mettre des crédits en recettes au chapitre 20 pour permettre l'intégration des études de travaux achevés et donc l'amortissement de celles-ci. Ce projet de deuxième décision modificative du budget général s'établit donc à 40 000 € en dépenses et recettes de fonctionnement et 123 730 € en dépenses et recettes d'investissement. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision modificative numéro 2 du budget général 2024. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune, donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 8, c'est la décision modificative budget annexe du restaurant municipal, la décision numéro 1, et je laisse la parole à Marie-Hélène Pelin. Merci. Alors, cette décision modificative est nécessaire pour ajuster les crédits d'alimentation et de personnel en raison d'une forte activité du restaurant municipal. Le détail est indiqué dans le projet de délibération. En résumé, cette décision modificative numéro 1 du budget annexe du restaurant municipal s'établit à plus 100 000 € en dépenses et recettes de fonctionnement et à moins 11 600 € en dépenses et recettes d'investissement. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe du restaurant municipal 2024. Y a-t-il des questions ou d'observations? Aucune. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 9. C'est le budget annexe du PORMIX, décision modificative numéro 3. Je laisse la parole à M. Nicolas Archenbault.
Merci, monsieur le maire. Des dépenses prévues en réparation et entretien, une taxe foncière plus élevée nécessite d'augmenter les crédits du budget du port mixte 24. Par ailleurs, le montant des dotations aux amortissements doit être ajusté au montant réel d'investissement payé. Le détail de cette DM est indiqué dans le projet de délibération. En résumé, la DM numéro 3 du budget annexe du port mixte s'établit à plus 13 253 € en dépenses et recettes de fonctionnement et à plus 1 100 € en dépenses et recettes d'investissement. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette DM. Y a-t-il des observations? Oui, une observation. Monsieur Barbier. Bonsoir à tous. Une observation, on est le 9 décembre, on fait les DM, donc on ajuste tous les budgets. Et d'habitude, on fait dans les communes, souvent on touche au 0,12, au personnel, au 0,1, etc. C'est pas le cas ici. Et je vous engage à regarder, c'est très très léger par rapport au budget global, donc je crois qu'on peut féliciter les services compta et l'administration, parce qu'on avait des budgets bien prévus, et on n'a pas de décision modificative de fin d'année très significative. Donc c'est un bon signe, je pense. Y a-t-il des observations? Je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 10. Finance, amendement numéro 2. La convention de mutualisation des services entre la ville de Metz et le CCAS de Metz. Je laisse la parole à Madame Annick Edouard. Merci, Monsieur le maire. Le 14 novembre 2022, il a été voté en conseil municipal une mutualisation des services entre la ville de Metz et le CCAS. Un premier avenant a été voté le 6 novembre 2023 qui a pris en compte le changement de périmètre induit par le transfert de la compétence petite enfance du CCAS vers la ville de Metz. L'avenant numéro 2 présenté au vote ce jour a pour objectif de prendre en compte les modifications organisationnelles intervenues au CCAS, à l'EHPAD et au CIAL, ayant un impact sur le calcul du coût total de la mutualisation des services fonctionnels reversés par le CCAS et ses budgets annexes à la ville de Metz. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir approuver l'avenant numéro 2 à la convention de mutualisation des services entre la ville de Metz et le CCAS. Y a-t-il des observations? Qu'une. Je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 11 de finances. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, donc il s'agit dans cette délibération de créer des autorisations de paiement et des crédits de paiement. Et pour cela, le conseil municipal doit se prononcer sur la création de nouvelles autorisations de programme et crédits de paiement pour l'investissement. Donc, vous avez les numéros qui sont mentionnés. Il s'agit au titre de l'année 2024, la troisième, c'est-à-dire la modification du plan local d'urbanisme. La numéro 4, rénovation de l'hôtel de ville. Et numéro 5, c'est les travaux sur la voirie urbaine. Les tableaux présentés dans le projet de délibération comportent la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. Il convient donc de se prononcer sur la création de ces autorisations selon les indications détaillées dans le projet de délibération. Y a-t-il des questions, des observations? Aucune. Donc, je vous demande d'approuver la création des autorisations de programme numéro 2024-03, 2024, 04, 2024, 05. De donner monsieur le maire ou son représentant à engager les dépenses de cette opération à la hauteur de l'autorisation de programme et de mandater les dépenses afférentes. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 12, finances, APCP, ajustement des programmes en cours de réalisation. Je laisse la parole à nouveau à M. Marcel Grévin. Merci, monsieur le maire. Alors, il faut se rappeler que le conseil municipal a voté des autorisations de programme et des crédits de paiement le 4 mars 2024 pour deux projets. Le numéro 1, qui est la rénovation de l'école Eliante, le numéro 2, pour la création du centre technique municipal. Il s'agit aujourd'hui de se prononcer sur l'ajustement de ces autorisations pour l'année 2024
selon les tableaux qui ont été présentés dans le projet de délibération. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune, donc je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 13, finances, budget principal et budget annexe du restaurant municipal, de l'hébergement municipal et du port. Autorisation d'engagement des dépenses et investissements préalable au vote du budget primitif 2025. Les budgets 2025 seront adoptés après le 1er janvier 2025, conformément à l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal doit donner son autorisation pour l'engagement des dépenses et investissements listé dans l'annexe jointe et dont l'enveloppe budgétaire par budget est ainsi détaillée. Budget principal 521 155 €, budget annexe du restaurant municipal à 1 000 €, budget annexe de l'hébergement municipal à 1 000 € et budget annexe du port de Metz à 33 500 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser l'engagement des dépenses et d'investissements préalables au vote du budget primitif 2025, comme indiqué dans l'annexe jointe, et d'autoriser M. le maire à signer les documents afférents à cette dépense. Y a-t-il des observations? Des questions? Aucune. Donc je me vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 14, finances CELER de camping-car et skier, le tarif 2025. Donc je laisse la parole à Madame Vanessa Caruso. Merci Monsieur le maire. La DSP, Conseil de la société Camping-Car Parc, prendra fin en juin 2025. Il est donc proposé de maintenir les tarifs basse saison précédemment votés en 2024 pour la période du 1er janvier 2025 à la fin du contrat, soit 13,10 € par 24 heures, hors taxe de séjour. Je vous demande donc de bien vouloir approuver ce tarif. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune. Donc sachez que dans cette DSP, jusqu'à présent, car Parc avait l'obligation de faire passer le conseil municipal les tarifs, et jusqu'à présent, ils n'ont pas respecté cette règle-là. Donc là, ils nous avaient demandé de faire une augmentation, donc on a décidé de ne pas l'augmenter. Voilà. Donc on va rediscuter avec eux prochainement pour savoir l'année prochaine pour la DSP. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette délibération. Pas d'autres questions, pas d'autres observations. Donc je vais voter. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 15, c'est l'avance et subvention des associations conventionnées. Comme chaque année, afin de faciliter la gestion de la trésorerie des associations conventionnées, Chazarès et Metz et Stade Forêt Club, il est proposé de faire une avance de 30% maximum du montant voté au budget 2024 en subvention 2025 dans l'attente du vote du budget, soit 11 340 € pour le Metz Stade Forêt Club et 15 030 € pour Chazarès. Il est demandé de bien pouvoir approuver cette proposition. Alors, je sais qu'il y a des personnes ici qui ne prennent pas part au vote. Pierre, Roger, et au festival, il n'y a personne. Donc, je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 16. Ressources humaines. Instauration à titre expérimental d'une autorisation spéciale d'absence en faveur d'un congé menstruel. Je vais laisser la parole à M. Séraphin Parra qui va vous expliquer cette délibération qui va être retirée. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, nous avions décidé de vous proposer, dans cette délibération, la mise en place à titre expérimental d'un congé mensuel pour les personnels féminins de collectivités. Plusieurs collectivités territoriales comme Lyon, Saint-Ouen, Strasbourg, l'Europol de Strasbourg ont instauré des autorisations spéciales d'absence pour leurs agents sur production d'un certificat médical afin de reconnaître les douleurs liées aux règles ou à des pathologies comme l'endométriose. Nous pensons que ce dispositif constitue une avancée en matière de santé au travail et d'égalité professionnelle.
Par contre, depuis, donc on a proposé et on a passé en comité territorial donc cette délibération qui a été approuvée par l'ensemble des membres. Mais depuis, on a plusieurs décisions, notamment une décision d'un juge administratif de Toulouse qui, sur requête du préfet qui a renvoyé une délibération de la mairie de Plaisance-du-Touche, me semble-t-il, et qui a considéré qu'une collectivité territoriale, en l'absence de décret, ne pouvait créer des autorisations spéciales d'absence particulières qui n'étaient pas prévues. En sachant qu'une proposition de loi en 2024 a été repoussée par les sénateurs en la matière. Également, la décision de l'Europol de Strasbourg a été déférée aussi par la préfète du Bas-Rhin. Voilà. On ne voulait pas donc mettre en difficulté à la fois nos agents dans cette insécurité juridique. Et donc on attend la décision au fond, puisqu'en fait il s'agit d'un référé pour le juge administratif de Toulouse. Et on espère pouvoir vous reproposer cette délibération à un autre moment. Voilà, donc cette délibération sera retirée. Question numéro 17. Ressources humaines, c'est la mise en œuvre du télétravail au sein de la ville de Metz. Je vais laisser la parole à M. Séraphin Parra. Le télétravail avait été mis à titre expérimental pendant la période du Covid dans la collectivité. Et donc, on a, après cette expérimentation, décidé de mettre en place une charte de télétravail que vous avez annexée donc, à la délibération pour encadrer cette nouvelle organisation de travail. Donc le télétravail permet aux agents d'exercer leurs fonctions hors des locaux de l'employeur, voilà, avec des technologies de l'informatique et de la communication, et pour la collectivité, des moyens qui sont mis à disposition par la collectivité. Donc je pourrais répondre à des questions sur la charte elle-même, donc elle est très complète. Et il est demandé donc au conseil municipal de bien vouloir adopter la charte du télétravail selon les modalités définies en annexe et d'instaurer définitivement le télétravail au sein de la collectivité donc à compter du 1er janvier 2025. Préciser que sauf aux dispositions expresses de l'Assemblée délibérante prises sur nouvel avis du comité social territorial compétent, ces dispositions seront reconduites chaque année. Autoriser Monsieur le maire à signer tout acte irréférent. Y a-t-il des questions sur le sujet? Monsieur Focas. Bonsoir à tous. Je vais pouvoir plutôt faire le conseil municipal allongé sur la table. Je vais bientôt pouvoir faire le conseil municipal allongé sur la table. Parce que j'ai de la place là. Bon, moi je suis assez favorable bien sûr au télétravail. Je trouve que c'est une avancée avec tous les problèmes aussi de déplacements qui sont censés être polluants, les risques de déplacement, c'est une bonne chose. Après, j'ai lu la charte que vous proposez. Je trouve qu'elle est raisonnable parce que c'est pas du télétravail à 100%. Ça, c'est très important, je pense. Il faut que les agents gardent un lien quand même avec la collectivité et leurs collègues et le fonctionnement, etc. Et puis, il faut considérer que des fois, on a tellement de mal à faire travailler ceux qui sont présents que il faut faire attention. Sinon, je suppose que c'est quelque chose qui va être un peu expérimental, ce que j'ai vu aussi. De l'autre côté, il y aura un retour d'expérience et peut-être il y aura des ajustements à un moment donné s'il y en a besoin, quoi. Voilà. Après, c'est quelque chose qui me va très bien, surtout par rapport à la charte. J'étais un peu inquiet quand j'ai lu le titre, mais la charte apporte quand même pas mal de garanties, quoi. Voilà.
façon, ça va être cadré, hein. Ça sera certains services, c'est pas tous les services, bien sûr, on comprend bien que le service des sports ou le service voirie, on va faire du télétravail. Mais c'est vrai qu'après, il y a des services, je prends un exemple, au service RH ou comptabilité ou d'autres qui ont besoin des fois d'être aussi un peu isolés. Des fois, ils sont 4-5 dans le bureau, ils ont besoin vraiment de travailler sur des trucs spécifiques. Sur des dossiers spécifiques, ça rentre vraiment dans le cadre. Voilà. Donc ça sera fait en fonction des besoins et puis bien sûr il ne faut pas pénaliser les services. On veut aussi qu'il y ait des services d'accueil, des services de proximité. On ne peut pas mettre non plus tout le monde en télétravail, ça c'est tout à fait compréhensible. Et ça c'est les services, c'est M. Lalleux, le DGS, qui jugera opportun de donner du télétravail ou pas. Voilà. Ça ne concerne pas le même, je suppose. Télétravail, bon. Bah si, justement. On a pris même à la maison. Ça concerne actuellement 20 agents au niveau de la collectivité. Il faut avoir, j'ai parlé de matériel, donc on est aussi limité par le matériel, les conditions d'exercice du télétravail et les conditions de contrôle aussi de ce télétravail. Donc, là, la charte, elle est très claire là-dessus. Effectivement, on a eu une expérimentation et c'est à partir de cette expérimentation qu'on a élaboré cette charte qui est très du moins pas contraignante, elle cadre simplement le télétravail. Moi, je vous vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Oui, question numéro 18, ressources humaines, c'est la modalité d'exercice du travail à temps partiel. Et je laisse à nouveau la parole à M. Séraphin Parra. Donc là encore, j'ai posé tout à l'heure la question à la directrice des ressources humaines. A priori, on n'avait pas de délibération en la matière au niveau de la collectivité. Donc cette délibération, elle cadre là encore, comme tout à l'heure pour le télétravail, les conditions, les modalités d'exercice du temps partiel. Donc les agents qui peuvent bénéficier, qui peuvent demander à travailler à temps partiel avec des conditions spécifiques selon la nature de leur contrat ou la nature s'ils sont fonctionnaires titulaires, stagiaires ou contractuels. Ensuite, en ce qui concerne les quotités de temps partiel, elles sont fixées. Hein, donc il y a des temps partiels de droit, des temps partiels sur autorisation. Donc voilà, donc la délibération est très complète sur les différents types de temps partiels, les différentes modalités, ainsi que la rémunération et les conditions de réintégration donc, des personnels. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir d'instituer le temps partiel pour les agents de la collectivité, selon les modalités exposées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2025, et de préciser qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 19, ressources humaines, c'est l'instauration des heures complémentaires et supplémentaires. Je laisse la parole à M. Parra. Oui, en fait, on a l'impression de croire qu'elle n'existait pas. En fait, elle existait, mais c'est la délibération et le support juridique qui n'existait pas. Donc, là, dans la délibération aussi, qui est complémentaire, elle distingue en fait les heures complémentaires et les heures supplémentaires. Alors, les heures complémentaires, c'est pour les agents qui ont ce qu'on appelle un temps non complet, c'est-à-dire qui ne font pas les 35 heures. Et les heures supplémentaires, c'est les heures au-delà du temps de la semaine légale de travail, qui est 35 heures. Donc, je ne vais pas lire dans la globalité, l'ensemble de la délibération, vous en avez pris connaissance.
On a noté également les modalités du décret du 15 mai 2020 qui précise les modalités de calcul des heures complémentaires. Voilà, donc vous avez aussi toutes les majorations concernant la nuit, le dimanche, les jours fériés et les modalités soit de rétribution, soit de compensation en termes de récupération de ces heures supplémentaires. En précisant qu'effectivement l'heure complémentaire ne peut qu'être payée. Donc les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er janvier 2025. Y a-t-il des questions, des observations? Aucune. Je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 20, c'est ressources humaines toujours, c'est la délibération d'instaurant la mise en place de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement des policiers municipaux. Je laisse à vous la parole à M. Serra. Alors, je viendrai sur le document qui est mis sur la table parce qu'il modifie simplement le tableau de l'indemnité. En tout cas, cette délibération matérialise en fait un décret qui a été pris le 26 juin 2024 et qui définit les conditions du régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emploi de la police municipale et des cadres d'emploi qui nous concernent, en tout cas de la police municipale. Donc, le décret instaure une indemnité de fonction et d'engagement et pas d'expertise, à compter du 1er janvier 2025. Donc ces modalités, elle définit les modalités d'attribution. Donc nous, on a deux corps qui sont concernés, les agents de police municipale et un chef de service de police municipale. Donc l'indemnité de fonction spéciale de fonction et d'engagement, elle est constituée de deux parts, une part fixe, donc on a un maximum qui est de 32% pour les chefs de service du traitement brut, mensuel brut pour les chefs de service de police municipale, et de 30% pour les agents. Ensuite, une part variable qui, là, tient compte normalement d'un certain nombre d'éléments, les résultats professionnels, la compétence, le niveau de responsabilité, des contraintes, des suggestions particulières. Vous avez donc l'ensemble des éléments qui sont indiqués dans la délibération et qui permet aux agents d'avoir une part variable, donc avec un maximum de 7 000 € pour les chefs de service de police municipale annuels et de 5 000 € pour les agents de police municipale. Alors, je pense que dans la délibération, on a effectivement indiqué un plancher qui correspond, en fait, les 1 310 € qui sont indiqués dans la part variable correspond à ce que touchent actuellement les agents, ce qui s'appelait la prime annuelle et qui était versée en deux parties, en juin et en novembre. Voilà. Donc, on a fixé ça en plancher en considérant que le plafond était fixé par le décret. Donc, on a indiqué dans la délibération le montant maximum qui est fixé par le décret. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Aucune. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 21, ressources humaines, c'est la protection sociale complémentaire, c'est la convention de participation pour la couverture du risque et prévalence des agents. Et je laisse à nouveau la parole à M. Séraphin Parent. Le 14 mai 2024, notre conseil municipal avait donné mandat au centre de gestion de l'Hérault pour l'organisation ainsi que pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à sélectionner un organisme d'assurance et à la conclusion d'une convention de participation pour la couverture du risque prévoyance. Donc le centre de gestion a donné le résultat de sa consultation, et donc il nous appartient à nous de délibérer pour adhérer à cette convention. Donc le
niveau de couverture qui est prévu pour... donc l'adhésion, elle est facultative pour les agents, tout en précisant qu'un texte pourrait intervenir rendant obligatoire l'adhésion pour l'ensemble des agents à ce type d'assurance. Donc en considérant qu'ils sont couverts à hauteur de 95% des revenus, incluant les primes, et donc il est proposé au conseil municipal d'adhérer à la convention de participation pour la couverture du risque prévoyance et de participer à hauteur de 15 € par mois par agent, considérant que le montant minimum prévu par les textes est de 7 €. Y a-t-il des questions? Oui, je trouve que c'est très important pour les agents, pour avoir vécu, avoir le maintien de salaire, ça fait du bien. Donc évidemment, on le votera. Combien d'agents actuellement ont le maintien de salaire? Combien d'agents sont concernés? En fait, je crois qu'on est à peu près à 150 agents au niveau de la collectivité qui adhèrent à l'ancienne. Oui, à l'ancienne, c'est ça. Voilà. Ah, quand même, ça c'est quoi? Et donc, on a, à l'issue de la consultation, on a fait des réunions d'information pour l'ensemble des agents. On a fait 3 ou 4 réunions d'information. On est allé à l'EHPAD et aussi pour le CCAS, le personnel du CCAS, et on a fait 2 réunions pour l'ensemble des agents. Moi, j'ai participé en tout cas à l'ensemble des réunions, et effectivement, l'agent de la société qui est venu présenter le dispositif a montré tout l'intérêt qu'il y avait à adhérer, en sachant qu'il y a des possibilités d'options, notamment pour quelqu'un qui est en congé longue maladie et qui a une perte de salaire et qui peut, pour la retraite, avoir un complément. Donc voilà, tout ça a été bien précisé. Notre correspondant social, donc Christelle Sol, est à disposition des agents pour expliquer tout le dispositif. Et elle ira, elle aussi, montrer tout ça aux agents. D'autres remarques? Aucune, donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 22, objet ressources humaines et modification du caveau des effectifs. Je laisse à vous la parole à M. Ferrand. Alors là, il s'agit effectivement d'une délibération qu'on a régulièrement dans cette assemblée, parce qu'elle montre l'évolution un peu de la collectivité par des promotions, des départs. Voilà. Donc là, donc ça concerne à la fois des emplois d'animation au niveau du service jeunesse. Donc on a 2 emplois d'animation principal, donc à temps non complet de 28 heures, avec la difficulté qu'on a sur ce type de contrat, puisqu'on a des contrats qui sont 28 heures, 20 heures, 10 heures, donc de recrutement de ce type dans cette filière. Et en ce qui concerne la filière technique, donc on a un emploi d'agent technique principal de première classe à temps complet et 3 agents techniques principal de deuxième classe à temps complet également. Voilà. En ce qui concerne la cuisine centrale, tout à l'heure on vous a présenté le budget avec une augmentation de l'activité de la cuisine centrale, et donc elle a par conséquence nécessité un recrutement particulier d'agents au niveau de la cuisine centrale, et c'est ces agents-là que vous avez au niveau du recrutement supplémentaire d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet. Et en ce qui concerne l'autre emploi, c'est des promotions. Voilà. Donc il est demandé d'approuver la modification des tableaux des effectifs exposés, de donner pouvoir à M. le maire de signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune. Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie.
Question numéro 23, c'est l'administration générale, c'est la demande de protection fonctionnelle pour Monsieur le maire et je laisse la parole à Monsieur Dalbico. Merci Monsieur le maire. Donc, je vais vous présenter deux délibérations sur la numéro 23 et la 24. La première, c'est une décision à prendre, la seconde, c'est une information. En fait, ça relève de deux articles différents. L'article L 2123-34 du Code général, qui prévoit donc la protection du maire ou des élus en général par la commune. Donc là, dans l'espèce, vous savez qu'on a organisé des contrôles d'urbanisme, une soixantaine sur le territoire communal avec la DDTM. En fait, c'est la DDTM qui a organisé les contrôles et nous, en tant qu'adjoints, on est associés et invités à y assister. Et lors d'un de ces contrôles, le 15 novembre 2023, M. le maire a été accusé de discrimination envers la communauté gitane avec un dépôt de plainte déposé à la gendarmerie de Ballaruc-les-Bains contre M. le maire. Dans le cadre de cette plainte, il a été entendu le 28 octobre 2024 à la gendarmerie de Pézenas. Donc, M. le maire a transmis un courrier au premier adjoint le 26 novembre 2024 pour solliciter la protection fonctionnelle. C'est un droit évidemment, mais il faut en faire la demande. Donc là, le conseil municipal doit délibérer et voter pour accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. le maire et autoriser le premier adjoint, c'est-à-dire moi-même, à prendre toute décision nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Alors, on est sur quelque chose qui peut sembler un peu fou, puisqu'on va sur des contrôles de terrain où on constate des illégalités. En cas d'espèce, c'était en plus sur des terrains de l'État et des terrains privés, et où on se retrouve à se défendre aujourd'hui parce qu'on est accusé de discrimination. Je répète, il y a eu plus de 60 contrôles de la DDTM. Donc, il était bien évidemment pas ciblé sur la communauté gitane. Il a fait partie des 60 contrôles. Mais on se retrouve aujourd'hui à décider de la protection fonctionnelle de M. le maire. Donc je vous propose bien évidemment d'accorder la protection fonctionnelle et de m'autoriser à prendre les actes nécessaires à tout ce qui suivra sur ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Non. Écoutez, on va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Non, M. le maire, on ne va pas au vote. La deuxième délibération, numéro 24, on n'est pas dans le même cas de figure. On est dans un cas de figure où il faut informer le Conseil de ce qui se passe. Donc là, on est sur l'article 2123-35, pas 34 du Code général, qui prévoit donc que les élus bénéficient d'une protection lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces, d'outrages à l'occasion du fait de leur fonction. Donc, par lettre du 26 novembre à la date, M. le maire a adressé une demande de protection fonctionnelle pour des faits d'intimidation, d'insultes, de harcèlement et de discrimination à plusieurs reprises ces derniers mois, c'est la même affaire que la précédente, pour lequel il a été obligé de déposer plainte auprès des services de la gendarmerie. Donc, conformément à l'article 2123-35, la demande de protection fonctionnelle est automatique dès que deux conditions sont réunies, la transmission sous 5 jours de cette demande au préfet et l'information de tous les membres du Conseil par l'inscription à l'ordre du jour de cette question, ce qui est fait ce soir. Donc ce soir, on prend acte de cette information et on confirme l'attribution de la protection fonctionnelle à M. le maire. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de vote, on prend acte. Mais le Conseil est informé et les conditions étant remplies, la protection fonctionnelle sur cet aspect-là est accordée à M. le maire à partir de demain. Voilà. Merci. Question numéro 20, c'est la modification du plan de financement des travaux d'aménagement de la place Aristide-Briand. Et je vais laisser la parole à Madame Hembert. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Cette délibération porte sur l'approbation de la modification des montants de financement public que la ville de Metz a sollicité concernant le projet d'aménagement de la place Aristide-Briand, dit place de la mairie. Aussi, il convient de modifier le plan de financement initialement proposé par la délibération du conseil municipal en date du 29 avril 2024. Le coût des travaux initial était de 1 419 605 € hors taxe. Le coût final de cette réalisation des travaux comprenant l'ensemble des modifications du projet pour la réalisation de la voirie, des réseaux divers, de la plantation, des arrosages, de la fontaine et de la mise en accessibilité de l'entrée et du parvis de l'hôtel de ville,
portant cette valeur à 1 621 676,33 € hors taxe. Dans ces réalisations, pour plus d'informations, qu'est-ce qui a fait que ce budget a augmenté? C'est dans un premier temps les 100 000 € de la rénovation de la fontaine, qui est notre bien qu'il fallait restaurer, et également une modification prévue sur les bornes automatiques qui n'étaient pas prévues en début de chantier. On a décidé de les automatiser par plaque pour pouvoir gérer les entrées-sorties de la place. Voilà, ce sont les deux principales augmentations et choses qui n'étaient également pas prévues au départ. Y a-t-il des questions? Aucune question, donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Alors la question numéro 1, c'est la rénovation énergétique, modernisation du système de chauffage et confort d'été de l'hôtel de ville, mise en place d'un pack RO et d'une gestion technique du bâtiment, approbation du projet et de son plan de financement. Donc, la délibération porte sur l'approbation du projet de plan de financement de l'opération de rénovation du système de chauffage et confort d'été de l'hôtel de ville. Les objectifs poursuivis par cette rénovation sont la réduction de 40% des consommations d'énergie, la gestion technique du bâtiment permettant de piloter et de programmer la PAC depuis une interface ultérieurement, également les installations raccordées aux travaux électriques, éclairage de la mairie de la fontaine. Le calendrier prévisionnel des travaux prévoit un démarrage fin février 2025 et une réception des travaux début juin 2025. Le montant du projet de la mise en place du pack RO est estimé à 197 000 € hors taxe avec le plan de financement suivant, autofinancement 32%, Héro Énergie 38%, État, c'est-à-dire le fonds vert 30%. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le projet tel qu'il a été présenté, d'approuver le plan de financement du projet dont le montant des travaux estimé à 197 000 € hors taxe et les demandes de subvention seront effectuées par décision de M. le maire, conformément à la délégation que le conseil municipal lui a attribuée avec l'article L 2122-22 du CGTC, et de charger M. le maire de prendre les mesures nécessaires à la réalisation du projet. Y a-t-il des questions, des observations? Oui, Audrey. Oui, juste un complément d'information par rapport à ce que la commune économisera au vu des travaux qui ont été réalisés. Dans un premier temps, la consommation d'énergie sur le bâtiment de la mairie est de 160 MWh. Avec les premières modifications et travaux qui ont été faits, menuiserie, isolation, toiture, la consommation d'énergie passe à 130 MWh et quand la pompe à chaleur sera en place, la consommation sera abaissée à 55,5 MWh. Ça fait une diminution par rapport à l'état initial de 88% de consommation d'énergie. Voilà. Donc c'était bien de le signaler parce que vraiment la performance énergétique du bâtiment peut être révélée. Et je ne prendrai pas part au vote sur cette délibération. Madame Silva. Donc il y a deux personnes qui ne prennent pas part au vote, Madame Silva et Madame Lambert. Donc y a-t-il des questions? Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Ça fait plus de 88%. Hein. Non, c'est 260 à 50 et quelques, ça fait plus de 88%. Ouais, moi j'ai 88. Ouais. C'est déjà bien. C'est plus tant mieux. Non, c'est ça. Hein. C'est ça. 50% de 60, ça fait 80, moins un tiers, ça fait 50. Question numéro 27. Commande publique et intercommunalité, c'est la convention de commande publique et je vais laisser la parole à M. Marcel Graine. Merci Monsieur le maire, mesdames, messieurs. Alors cette délibération concerne donc l'adhésion à un groupement de commandes général entre diverses communes et entités publiques du territoire de cette agropole méditerranée. Ce, dans un souci d'optimisation des ressources, de simplification des démarches administratives, de gestion efficace et solidaire des finances publiques locales. Alors, la commune de Mèze est concernée pour les consultations suivantes.
la maintenance des extincteurs pour un montant maximum annuel de 5 000 € hors taxe, la surveillance des installations d'eau chaude sanitaire pour un montant maximum annuel de 1 500 € hors taxe, la caractérisation des enrobés bitumineux pour un montant maximum annuel de 8 000 € hors taxe, et enfin la fourniture de petits matériels et accessoires de secours, c'est-à-dire il s'agit de défibrillateurs, pour un montant maximum annuel de 5 000 € hors taxe. Il convient donc pour cela de signer une convention pour définir les obligations de chaque membre et celles du coordonnateur, et il est précisé que cette convention est conclue pour une durée de 4 ans à partir de la notification de chacun des marchés publics. Et il est donc demandé au Conseil, et bien entendu, de bien vouloir approuver les termes de la Convention, de donner mandat au président de cette agropole Méditerranée pour attribuer, signer et notifier les marchés publics ou accords cadres, et enfin autoriser M. le maire à signer tous les documents inhérents à l'application de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Aucune. Je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 28, c'est la commande publique et c'est l'intercommunalité sur la convention de groupement de commande publique et de services de téléphonie. Donc ce projet de délibération concerne également l'adhésion à un groupe de commande dont Sam est coordonnateur. La commune de Metz est intéressée seulement pour les prestations de communication, à savoir les services de téléphonie fixe, accès Internet et liaison intranet, pour un montant maximum annuel de 50 000 €. Les services de téléphonie mobile et de communication, machine to machine, pour un montant maximum annuel de 15 000 €. Et la ville de Metz n'adhère pas au groupement de commande de fourniture de maintenance et installation de téléphonie de réseau. Il convient donc de signer une convention pour définir les obligations de chaque membre et celles du coordinateur. Il est précisé que cette convention est conclue pour une durée de 4 ans à partir de la notification de chacun des marchés publics. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commande publique entre les membres subventionnés pour les prestations de télécommunication ainsi que la fourniture et la maintenance d'installations de téléphonie de réseau. Donc, donner mandat au président de cette agropole Méditerranée ou son représentant en sa qualité de coordonnateur pour attribuer, signer et notifier les marchés publics et aux accords cadres selon les modalités fixées dans la dite convention en vue de la satisfaction des besoins dans les domaines subvisés. Autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les documents inhérents à l'application de la présente délibération. Y a-t-il des questions sur le sujet? Aucune, donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. C'est la question numéro 29. Ce marché public, c'est l'appel d'offres ouvert à la location et maintenance des véhicules automobiles et utilitaires neufs pour les besoins du groupement de commande de la ville de Metz et du CCAS. C'est déclaré sans suite. Une procédure d'appel d'offres ouvert a été engagée à la fin de l'été pour le renouvellement du parc automobile de la ville et du CCAS. Il s'agit de recevoir des propositions pour la location et la maintenance des véhicules automobiles et utilitaires neufs. 4 prix ont été reçus, toutes les candidatures ont été admises. Néanmoins, les membres de la commission d'appel d'offres ont proposé de déclarer sans suite cette procédure pour motif d'intérêt général. Les besoins de la collectivité ont changé, puisqu'il s'agit à présent d'acheter une partie des véhicules et donc demander au conseil municipal d'approuver la décision de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général. Et d'approuver la décision de déclarer sans suite pour des motifs d'intérêt général la totalité des lots constitués de l'appel d'offres et de charger M. le maire de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Des observations? Aucune. Bon, sachez que voilà, on est en train de regarder, notamment le CCS, on a des véhicules avec on a dû discuter lors de la commission, il y a des véhicules avec des kilométrages pas élevés, donc on est en train de voir pour les racheter, on va faire en sorte d'arrêter ces locations, peut-être de mettre des locations, oui, vous pouvez dire bon, monsieur Laveux, sur ce dossier. C'est plus amène de... Bonsoir. Donc, suite à la commission d'appel d'offres
de mi-octobre et aux conclusions des membres de la commission, on a regardé de nouveau le parc automobile loué par la commune de Metz, qui a un parc automobile énorme en location. Donc on a travaillé sur les différents véhicules qui, l'année 2025, c'est pratiquement, à part 2 ou 3 véhicules, l'ensemble du parc doit être renouvelé en location ou en acquisition. Donc là, il y a une note qui est en cours de rédaction avec 2 hypothèses. Il y a une hypothèse où on va mettre au budget primitif de cette année une somme pour pouvoir racheter des véhicules. Alors, soit les petits véhicules style Zoé, on a des véhicules qui ont au bout de 5 ans de location qui ont 8000 km, donc qui peuvent être achetés à un prix très intéressant. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est de racheter les véhicules techniques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, lors de la restitution des véhicules de l'ancien marché de location, une fois qu'on les a utilisés pendant 5 ans, il faut qu'on les rende neufs. Il faut qu'on rende le véhicule avec 4 pneus neufs et avec aucun impact sur la carrosserie. Donc l'aberration, c'est de louer des véhicules techniques on va mettre du sable, des parpaings dedans, il faut rendre neuf. Donc en 2020, ça a coûté 100 000 € à la commune pour les remettre en état. Donc là, l'autre hypothèse, c'est de dire on est en train de finaliser ce point-là, c'est qu'on va racheter au contraire des véhicules techniques qui eux sont en bon état, qui nous coûtent très cher la location. Je vais vous donner des chiffres. Un camion qui valait 60 000 € hors taxe aujourd'hui, un camion poids lourd que utilise la voirie, sur 5 ans, la commune l'a payé 92 000 €. Donc aujourd'hui, la location n'est pas du tout appropriée pour le parc automobile de Metz. Sauf qu'on ne pourra pas en une année racheter tous les camions, c'est-à-dire tous les véhicules de peut-être pour 500 000 €. Donc on va racheter une première salle, relancer un marché de 4 ans de location qu'on pourra prolonger et sur 2 autres exercices budgétaires pour pouvoir racheter la quasi-totalité des véhicules. Aujourd'hui, en collectivité, on loue des véhicules que lorsqu'il y a un fort kilométrage. Comme dans le privé, c'est la même chose dans la société. Donc encore, nous, dans une société, on récupère la TVA, nous on ne récupère pas la TVA sur la location, alors qu'on récupère la TVA sur l'acquisition. Donc on avait en plus la double peine, c'est-à-dire qu'on payait de la location soumise à TVA qu'on ne récupérait pas, et on payait 1 fois et demie en général la valeur du véhicule. Au bout de 5 ans, le véhicule, celui qui a le plus de kilométrage, il a 60 000 km et le garagiste me dit c'est des véhicules qui en font 400 000. Donc on a une espérance, si on peut parler d'espérance de vie, on a une espérance de vie sur le parc automobile de Metz, des véhicules qui sont très, très éloignés. Donc voilà un petit peu comment vous aurez cette année au budget de l'acquisition au lieu d'avoir uniquement de la location. Merci, monsieur le pour cette explication. Monsieur. Tout à fait. Non, je me félicite de la décision qui a été prise. C'est quand même bien d'avoir une commission qui est capable de revenir un peu des fois sur ce qui est bien engagé, même, parce que c'était très bien engagé. Et comme vous savez, ça fait plusieurs années, même dans d'autres mandats, où j'avais soulevé ce genre de problème, quoi. Quand on n'adapte pas à l'utilisation des véhicules, ce genre de choses, ça coûte cher. Et on n'a pas parlé aussi de l'entretien. Quand on est propriétaire, on maîtrise un peu plus l'entretien que quand, même si c'est dans le contrat, que quand on est en location. Parce que bon, il y a certaines choses qui n'entrent pas dans le contrat quand même de maintenance. Voilà. Donc je me réjouis de la décision. Et je pense qu'on va faire des économies encore là. Voilà. Sachez que pour la maintenance aussi, on a le fait qu'il y ait Daniel Caillé soit au garage. Il est aussi il était très strict sur l'entretien des véhicules. Je peux vous dire qu'il suit les véhicules de très près. Ça va permettre aussi de faire pas mal d'économies déjà en réparation aussi. Bon, je mets au voix. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 30, c'est foncier
C'est le classement des parcelles issues du domaine privé communal dans le domaine public. Je vais laisser la parole à M. Jean-Christophe Davigo. Merci Monsieur le maire. Donc c'est la suite du feuilleton. Là on est toujours dans les parcelles de la mairie. On n'a pas encore attaqué les parcelles privatives. On est toujours dans les parcelles de la mairie, sauf qu'on fait basculer dans le domaine public ce qui doit y être et qui aujourd'hui est enregistré dans le domaine privé. Je vous rappelle la distinction, le domaine public, ben, c'est des rues, c'est ouvert au public, c'est inaliénable surtout. Le domaine privé communal, c'est géré comme privé le gère. Donc là, on parle quand même de 39 parcelles et de 3 hectares 30, en gros. Donc ça viendra abonder la voirie communale. Ça a aussi un impact sur les dotations de l'État, il faut savoir. Moi je vous propose de continuer ce travail. Il y aura une dernière délibération normalement sur ces parcelles-là, et après on attaquera les parcelles qui appartiennent carrément à des personnes privées et qui constituent des morceaux de rue, des morceaux de lotissement, etc. Voilà. Donc janvier normalement ou février, on aura fini avec les classements domaine public, domaine privé communal, et on attaquera toutes les parcelles, et il y en a à peu près 300 qui sont aujourd'hui des morceaux de rue, des morceaux de square, des morceaux de et qui sont toujours en détention de parcelles privées. On a récemment une vente qui nous a posé un petit souci là, puisque le notaire a bien fait d'alerter. Il y a des ventes de villas et il y a un morceau de la rue avec, quoi. Donc on a pu intervenir pour dire non, le morceau de la rue là, vous ne le vendez pas, vous le gardez. De toute façon, on va l'intégrer dans la révision du PLU, on aura une procédure pour intégrer toutes ces parcelles là. Donc on en reparlera quasiment à chaque conseil. Voilà. En tout cas pour ce soir, c'est 39 parcelles et 33 300 et quelques mètres carrés à l'intérieur. Oui, je tenais quand même à féliciter Christophe Davigo et l'ensemble des services et le maire aussi, parce que bon, il y a beaucoup d'intégration à faire et surtout des dossiers qui traînaient depuis. On avait joué les délibérations depuis 2002, qui n'avaient pas été. Je tiens à remercier les services qui travaillent activement. Il y a le sacré travail et il en reste à faire. Je vous demande d'approuver le classement des parcelles visées au tableau annexé issu du domaine privé de la commune dans le domaine public communal et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à cette intégration dans le domaine public communal. Y a-t-il des questions? Aucune question, donc je me vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. C'est la question numéro 31, c'est sécurité publique, c'est la convention avec le 1034 pour la mise à disposition à titre gratuit d'un logiciel de gestion des points d'eau incendie. Je vais laisser la parole à M. Archevêque. Merci Monsieur le maire. La délibération porte sur l'approbation et la signature de la convention proposée par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, précisant le changement de logiciel pour gérer les points d'eau incendie. Ce logiciel mis à disposition de la commune à titre gratuit ne sera plus hydraclique, mais une solution open source dénommée OpenDC. Pour rappel, les hydrants sont installés et entretenus par des pompiers nous signalent via le logiciel de migrants défectueux. Considérant le projet convention ici annexée, d'approuver les termes de la convention proposée par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ci-jointe, d'autoriser M. le maire à signer cette convention et de mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à la réalisation du projet. Y a-t-il des questions? Aucune question, donc je me vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 32, petite enfance SAF, le service familial, les petits actualisation du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement. Je vais laisser la parole à Mme Annie Galbert. Merci. Donc, il est question ce soir d'actualiser le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement de la crèche familiale Les Petits Tours. En effet, la capacité de la crèche familiale est liée au nombre d'assistantes maternelles employées par la crèche. Depuis septembre, Les Petits Tours comptent 4 assistantes maternelles et peuvent donc accueillir 12 enfants. Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement des Petits Tours 6 juin ont été actualisés suivant ces nouveaux paramètres. Je vous demande donc d'approuver l'actualisation du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement du SAP Les Petits Tours, d'autoriser Monsieur le maire à signer les présentes documentations
et de les charger de leur application. Merci. Y a-t-il des questions? Aucune question, donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 33, faire scolaire, convention pour le remboursement des frais de transport liés à la pratique de l'enseignement de la natation scolaire. Je laisse la parole à Madame Marie-Hélène Pelin. Merci, Monsieur le maire. Bon, c'est une délibération qu'on a presque tous les ans, puisque, comme chaque année depuis l'année scolaire 2016-2017, cette agricole Méditerranée participe financièrement à la pratique de l'enseignement de la natation scolaire, en prenant en charge notamment les droits d'entrée à la piscine et le remboursement des frais de transport pour un montant maximal de 35 €. Sur notre commune, toutes les classes élémentaires des écoles publiques sont concernées, ainsi que la Caméra. Et ils se rendront à la piscine de Gilan pour cet apprentissage de la natation qui, je le précise, est inscrit dans le socle commun de l'éducation nationale. La convention annexée détaille les modalités de cette prise en charge et il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention financière avec cette agropole Méditerranée pour le remboursement des frais de transport liés à la pratique de la natation scolaire et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dossier. Y a-t-il des questions? Aucune. Par rapport à la natation, je vous invite dimanche à mettre le maillot et venir baigner pour le bain de Noël. Voilà. Et si vous ne savez pas nager, sachez qu'il y aura un maître nageur. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Question numéro 34, exploitation d'œuvres d'art sur le domaine public communal, et je vais laisser la parole à Monsieur Curé. Merci, Monsieur le maire. À l'occasion de ces 20 ans, cette agropole Méditerranée a fait l'acquisition de 20 œuvres d'art qui seront implantées sur les communes de son territoire. 2 œuvres seront mises à disposition de la commune. La première, les sculptures en bronze de Bob Verschweren, seront disposées au château de Girard. La deuxième œuvre de Élise Morin est en cours de réalisation, c'est-à-dire qu'elle est en cours de conception, plus exactement. Elle sera installée sur le parking de la Conque. Et c'est l'aglo qui va l'installer là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un projet d'aménagement du parking de la Conque et elle sera intégrée dans ce... Dans ce comment? Oui, dans cet aménagement. Cette implantation nécessite la signature d'une convention jointe en annexe du projet de délibération qui règle les modalités d'occupation du domaine public. Donc, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention entre la ville de Metz et cette agropole Méditerranée pour la mise à la disposition d'œuvres d'art qui seront installées sur le domaine public de la commune de Metz. De charger Monsieur le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération et de recevoir tout pouvoir à cet effet. Y a-t-il des questions? Monsieur Foucault. Bon, donc ils ont commencé les travaux. Ils n'attendent pas la décision du conseil municipal, ça ne les intéresse pas. Non, sur la Conque. Sur la Conque, ah, d'accord. Mais bon, pour sur la Conque, c'est un espace. Pardon. Oui, sur la Conque, c'est une convention de gestion, parce qu'à l'époque, l'ancienne municipalité avait donné le parking du Tambourin. Ils avaient la gestion de l'espace naturel sur le Tambourin. Et on a fait un échange, c'est-à-dire que nous, on a récupéré le Tambourin justement pour pouvoir avoir un parking beaucoup plus grand. En plus, il a une question de gestion d'espace naturel, c'est pas trop le truc. Et ils ont récupéré le parking de la Conque, et donc ils sont en train de l'aménager, c'est-à-dire qu'ils vont décompacter le sol, ils vont, on va dire, limiter le parking, parce que c'est le soir, c'était un peu, tout le monde allait un peu, c'était un peu l'anarchie, tout le monde allait de partout avec les voitures, donc ça va être vraiment
délimiter des compactages, plantation d'espèces, notamment des tamaris, ils vont mettre. Et puis, ils vont profiter de l'occasion aussi pour mettre l'œuvre. Voilà. Mais ça n'a pas démarré par rapport à... Oui, non, c'est pas dans le cadre de cette... Les travaux d'aménagement, ils sont en train d'aménager une partie de la conque. Justement, comme il y a la conque à côté, justement, pour que ça soit vraiment canalisé, etc. Parce que les jeunes ne se gardent pas de partout, il y en avait qui allaient même jusqu'au bord de l'eau. Voilà, alors, il n'en demeure pas moins que aujourd'hui, on est là vraiment dans le cadre d'une décision qui est inaudible pour les gens. Inaudible. 200 000 €, donc c'est le coût des... Dites-moi si je me trompe, j'ai demandé. 200 000 €, c'est le coût des œuvres. On ne compte pas, bien sûr, les travaux qu'il va faire pour les installer, pour les protéger, pour les... 500 000. 200 000 pour Metz. C'est bien ce que je dis. Oui, donc moi, je suis au conseil municipal de Metz, donc 200 000. Voilà. 200 000 à une heure où on fustige l'État parce qu'il, et c'est à juste titre, parce qu'il ne joue pas le jeu avec les collectivités territoriales et le compte n'y est pas, on le sait tous. À l'heure où on n'a pas d'argent pour changer les poignées de porte et les serrures de certains bâtiments publics, à l'heure où des gens se décarcassent, des bénévoles, pour essayer de ramasser de la nourriture pour les gens qui ont, et il y en a de plus en plus, Resto du Cœur, Croix-Rouge, etc., etc., on pense que les gens vont accepter et trouver normal qu'on dépense 200 000 € pour quelque chose comme ça. À la limite, on aurait pu en discuter, et je suppose que monsieur le maire, si on vous avait dit on vous aide 200 000 € pour faire de la voirie, pour faire des choses, peut-être que vous aurez choisi. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, mais les 200 000 €, vous savez, ils viennent toujours de la même poche. Hein? Je sais que vous êtes au courant. En fait, après, on s'étonne d'avoir une situation politique telle qu'elle est aujourd'hui, que les gens ne croient plus en rien, mais il faut les comprendre. Hein. Il faut les comprendre. Ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois, et nous, on discute de quoi là? De 200 000 € de statut qu'on va mettre sur la commune de Metz. Ça me paraît complètement décalé, mais bon, c'est pas la première ni la dernière chose. Voilà. Excusez-moi, je ne vous ai pas laissé parler, je finissais justement. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Le ressenti que tu as, j'ai eu exactement le même à l'aglo. Déjà, quand on parlait de 20 ans de la SAM, ça n'a rien à voir. La CCNVT, elle a 24 ans. Hein, c'est ça, à peu près? Oui. Ouais, dans ces eaux-là. Et c'est la CAVT qui a 20 ans. Donc, je veux dire, ça n'avait rien à voir avec l'histoire des 20 ans de la SAM. Ce projet, il a été présenté avant qu'on nous propose de faire des coupes budgétaires. C'est-à-dire qu'il a été proposé. Que le jour où il a été proposé, tous les maires de l'agglo ont parlé l'un derrière l'autre, tout le monde a dit ok. Moi, quand j'étais le dernier, je me suis dit, si je dis non, on va mettre des œuvres dans toutes les communes, et encore une fois, nous, on n'aura rien. Peut-être c'est une solution, hein, j'aurais pu prendre cette option-là. Donc, du moment où ils mettent des œuvres de partout, allez-y, mettez 2 œuvres sur Metz. Surtout que là, c'est une œuvre dans toutes les communes, Metz c'est 2, Frontignan c'est 3, et 7 c'est 4. Voilà. Hein? Qu'est-ce que tu dis, le budget à l'agglo? Pourquoi? Mais c'est prévu depuis longue date, c'est ça. C'est prévu depuis longue date. Il y a des œuvres qui ont déjà été installées, qui ont été installées à Poussin. Voilà, donc, et je suis entièrement d'accord que voilà, 200 000 €, c'est sûr que si on m'avait demandé de donner 200 000 €, j'aurais mis, même si j'ai rien contre les œuvres, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ou alors on est le bien petit canard et en permanence on dit non, mais on n'a rien, et les autres ils prennent, parce que c'est ce qui se serait passé, bon, on les prend, après voilà, c'est une convention. Après, on est toujours attendre sur la convention qu'elle reparte, c'est bien marqué. C'est bien marqué dessus. Voilà. Oui, pour me faire un peu l'avocat du diable quand même,
Je suis C'est d'accord. qui le diable? Non, mais je veux dire, parce qu'on pense tous ça, en fait. On se dit, effectivement, c'est 1 million d'euros, enfin, 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, pardon. 2 millions d'euros au total, c'est vrai que c'est énorme. Voilà. Pour faire donc l'avocat du diable, je me dis qu'il y a quand même le projet a un intérêt malgré tout touristique, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a à côté de ça, il va y avoir une application qui va avoir lieu au niveau des offices du tourisme. Il va y avoir tout un plan, effectivement. Et il faut savoir quand même que dans beaucoup d'endroits que je connais, où il y a ces circuits-là avec des œuvres d'art, ça attire énormément de monde. Parce que tous les artistes qui ont été conviés à produire des œuvres sont des artistes de renommée mondiale quand même. Hein. Donc c'est pas le... Oui, on a les moyens. Comment? Là aussi, on a les moyens. Oui, non, voilà. Ça n'exclut pas du tout la remarque qui fait qu'effectivement c'est abusé. C'est-à-dire, voilà, est-ce que c'était nécessaire maintenant? Oui, voilà, c'est le timing, quoi. Voilà. Une observation pour remettre en perspective, on parle souvent du 1% culturel. À une époque, on disait il faut 1% de budget culturel. On y est plus. Le budget de l'année dernière de la GLO, c'était 240 millions d'euros. Donc, effectivement, on n'a pas les mêmes soucis, on n'a pas les mêmes préventions. Donc, voilà. On aurait préféré qu'ils nous donnent 200 000 euros, c'est clair. On est content pour les artistes, quand même. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est rare, Gilles, hein, on n'est pas souvent connectés tous les deux. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur... ouais, je suis d'accord. À savoir quand même que les élus communautaires n'avaient pas voté le budget de l'aglo cette année-là. Donc, par rapport, entre autres, à ce genre de dépenses un petit peu folles, hein, puisque, voilà, donc c'est légitime ta remarque et on l'a tous en tête. Néanmoins, bon, peut-être, voilà, l'appétence à la culture n'est pas pour tous pareil. Néanmoins, la culture est nécessaire. Tu l'as rappelé, Philippe. Ce qui va être engagé tout autour de ces œuvres va amener quand même des personnes sur Metz, des non-mézois, des gens qui ne connaissent pas la ville et qui vont venir consommer à Metz. Bon, il faut toujours un petit peu quand même mesurer ce qui est positionné, c'est-à-dire, oui, 2 millions d'euros sur un territoire, vu nos récessions, que ce soit cette année, l'année de récession, il y a 5 ans, je suis complètement d'accord, c'est beaucoup d'argent, on aurait préféré le mettre ailleurs. Néanmoins, on se conforte en se disant qu'on espère que nos artisans mésois, notre ville rayonnera à travers le tour touristique que cela provoquera sur le bassin du Tour. Voilà. Ça c'était pessimiste, il faut être optimiste. L'année 2025 arrive quand même, alors bon, restons de ce côté-là. Y a-t-il d'autres remarques? Aucune, donc je me vote qui est contre, qui s'abstient. Deux abstentions. Qui est pour? Il fallait bien que j'en fasse une quand même à la soirée. Moi, je C'est qui? Il y a des autres qui ont recommencé. Sur le positionnement. Question numéro 36, la commission communale des services publics locaux, création et désignation des membres représentants des usagers et habitants. Je vais laisser la parole à M. Jacques qui s'occupe de la niveau. Oui, monsieur le maire. Bon, on a une délibération qui est lieu à la vigilance aussi de notre DGS, puisqu'on avait délibéré sur la création de la commission communale des services publics locaux en désignant les élus et en désignant des représentants d'associations locales sans les nommer. Donc là, on propose ce soir de régulariser la situation en mettant les noms, vous avez les noms des suppléants et des titulaires. Bon, les élus, ça ne change pas. Il y a un changement dans les personnalités civiles, puisque au titre du don du sang, ça a changé. Donc le titulaire et le suppléant, ça a changé par rapport à la délibération qu'on avait prise. Voilà. Donc cette délibération nous permettra de travailler sur la DSP du camping-car, hein, et puis d'examiner les comptes comme on avait déjà fait, les comptes du Thalassa notamment, puisqu'on a 2 DSP, le camping-car et le Thalassa. Voilà. Donc on propose de désigner... oui, Hervé. Juste mettre Madame Patricia Leroy. Ah, il y a monsieur. Je suis désolé, Patricia. Vous le savez. Je suis désolé.
pour le responsable. Bon, donc je vous demande de créer la commission consultative des services publics locaux, d'arrêter la composition de la commission consultative des services publics locaux selon les propositions faites ci-dessus, et de donner délégation à M. le maire afin de saisir la commission consultative des services publics locaux. Y a-t-il des questions, des observations? Aucune. Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 36, la convention avec le MES Stade et Football Club. Je laisse la parole à M. Nicolas. Merci, M. le maire. Comme chaque année, conformément à la loi, une convention d'objectifs et de moyens est signée avec le club de football de Metz, qui perçoit une subvention supérieure à 23 000 €. Cette convention définit les engagements de la commune et ceux de l'association. Ils sont détaillés dans le projet de convention qui a été adressé. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de moyens 2024-2025 liant la ville et l'association Metz Stade Football Club. Autorisez M. le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc il y a Gilles qui ne prend pas au vote, et Roger Preux. Voilà, donc je vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 37, c'est la convention de mise à disposition d'équipements du tennis club, et je laisse la parole à nouveau à M. Nicolas Archimbault. Merci. La commune de Metz met à disposition du tennis club des équipements, terrain et clubhouse local technique depuis 1977, afin de garantir le développement et la pratique sportive du tennis sur sa ville, qui constitue un intérêt local. La dernière convention datant de 2020 doit être revue pour intégrer diverses modifications, prêts de matériel par la commune lors de manifestations, entretien sanitaire, entre autres. Cette convention est conclue à titre gracieux pour une durée de 5 ans. Il convient donc aujourd'hui d'approuver le projet de convention joint annexe et autoriser M. le maire à signer ce. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Nous arrivons à la question complémentaire. C'est l'objet, c'est le foncier, c'est la signature de convention opérationnelle entre la commune de Metz et l'établissement foncier d'Occitanie. Et je laisse la parole à M. Jean-Christophe Ladivo. Oui, merci, M. le maire. Donc, cette convention est très importante parce que pour l'avenir des projets, notamment en matière de logement ou de commerce, elle permettra de faire intervenir l'établissement public foncier régional. Donc, c'est un établissement qui a été créé par la région de Roussillon. Bon, il y en a dans chaque région, qui permet des interventions foncières, c'est-à-dire soit à l'amiable, soit en expropriation, pour réaliser des projets publics. Alors, ça n'intervient que si la commune le demande, et là, on est dans une convention préopérationnelle, donc on détermine un secteur d'intervention et des montants globaux sur 5 ans d'intervention. Pourquoi ça arrive maintenant? Tout simplement parce qu'il y a un gros projet sur Metz, où l'intervention de l'établissement public foncier régional va permettre de créer des opérations mixtes, notamment de logement social. Il faut savoir que l'EPF peut intervenir en déficit foncier, c'est-à-dire qu'il peut très bien intervenir, je vais vous donner un exemple sur Metz, il y a une vente de terrain qui va être supérieure à 2 millions d'euros, qui ne permettrait de faire que des projets où les logements sociaux ne sont pas rentables, on va dire, et qui seraient des projets de vente uniquement. L'intervention de l'EPF pourrait permettre donc à ces projets de sortir, et l'EPF pourrait admettre une perte sur cette opération d'environ 1 million d'euros. C'est-à-dire que l'EPF, après son intervention, remettra à un opérateur, à condition qu'il s'engage à faire du logement social et du logement mixte, en absorbant la perte sur le foncier et en revenant à un montant du foncier qui permet de sortir des opérations viables pour des opérations mixtes, locatives sociales et libres. Voilà. Donc on a ce type de convention. On a aussi un secteur, si vous avez regardé le plan qui est joint, qui comprend tout le Vieux-Metz. Donc ça permettra d'intervenir sur des fonciers dégradés, sur des fonciers à réhabiliter, sur des opérations où les héritiers sont plus connus. On a quelques opérations comme ça qui traînent dans le Vieux-Metz. Et l'établissement public foncier régional, à la demande de la ville,
peut se charger, lui, de remonter le fil juridique et administratif de ces acquisitions pour les remettre à des opérateurs, notamment des opérateurs sociaux. Voilà. Donc vous avez eu la communication à la fois du plan d'intervention et des conditions. On avait une seule opération qui était signée avec l'EPF, c'était le Sesquier. Il y avait déjà eu un accord, un MES-EPF. On l'a annulé dès qu'on est arrivé, hein, bien entendu, et on a bien fait, puisque le projet ne serait pas sorti. Là, il faut savoir qu'on a une opération qui peut faire peur, puisqu'on s'engage sur 5 ans avec une garantie de rachat à 5 millions d'euros. Mais comme je vous le disais, la première opération qui va être traitée sur la ville fait 2,3 millions. Donc ça va assez vite. Et ensuite, les acquisitions ne se font que sur des demandes express de la ville. C'est-à-dire que la convention consigne, c'est une convention pré-opérationnelle. Vous avez une convention opérationnelle qui sortira si on doit déclencher les interventions EPF. Voilà. Donc le but, c'est pas qu'on rachète nous, hein, bien entendu. Hein. Le but, c'est que l'EPF intervienne et remette à disposition un opérateur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sur le fonctionnement, Bon, il faut savoir que l'EPF intervient partout à cette agropole Méditerranée. Ils interviennent, par exemple, sur tout le quartier est de la ville de Sète. Ils interviennent sur le centre Hérault, ils interviennent partout. Voilà. Pas de questions? Donc, il n'y a pas d'observation, donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Avant de vous quitter, j'ai juste une information. J'ai reçu un courrier du président du département Cléber-Mesquila. Je vais vous lire ce courrier. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous en faire part, un très grand nombre de départements ont un impact budgétaire très fort, conséquent de charges imputables à l'État et de dotations financières qui ont été sévèrement réduites. Pour les collectivités locales, communes et EPCI, vous subissez également ces effets pénalisants pour votre collectivité. C'est pourquoi tous ces départements ont décidé un grand rassemblement d'élus territoriaux et locaux devant le siège de chaque département. Donc, je vous invite donc à venir nous rejoindre le samedi 14 décembre prochain à 10h sur le parvis de l'hôtel du département à Montpellier. Et je remercie d'inviter vos adjoints et conseillers municipaux munis de leur écharpe pour une bonne organisation. Je vous remercie également de bien vouloir m'indiquer dans les meilleurs délais si vous comptez participer à ce rassemblement et combien d'élus de votre commune se joindront à nous. En vous remerciant pour votre retour, signé le président Hervé Mesquila. Voilà, si on vous fera passer le message. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, avant de quitter aussi, le prochain conseil municipal aura lieu le 27 janvier. Vous pouvez noter déjà, 27 janvier. Ensuite, le 3 mars et le 7 avril. Oui, d'accord. Le 27 janvier, puis le 3 mars, c'est le DOB, et le 7 avril, c'est le budget. C'est ça? Donc vous pouvez noter déjà. Donc écoutez, je vous souhaite bonne fête de fin d'année, pas trop d'abus. Et on se revoit, bon, je pense qu'on se verra avant, puisqu'il y a quand même pas mal de manifestations. J'espère vous voir dimanche pour le 20. Voilà, bon recours et bonne soirée. Marcher.